Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on est dimanche, donc le dimanche est le point de croix sur notre jasmine. Alors désolé, je vais faire du bruit en même temps, j'aurais pas pu faire ça avant. Enfin bref, donc on est dimanche. Donc le dimanche est point de croix sur notre jasmine. Alors je vais voir si je peux vous le défaire un petit peu avant. Donc là j'ai fait la fleur, je suis partie de ce côté, on va y arriver. Alors j'ai mis sur un nouveau Q-Snap que j'ai retrouvé mes... J'ai retrouvé mon embout qui me manquait. Alors j'essaye de parler doucement parce que je sais pas trop si... parce que j'ai mis le micro externe pour vous faire la petite vidéo avec un documentaire qui est sur le téléphone. Donc voilà où nous en sommes. Donc j'ai fini tout le côté là. Alors le violet là, ça va être, je pense, une fleur. Je pense, je suis sûre même, n'est-ce pas? Et donc voilà. Alors là après, je sais pas trop vu que c'est tellement long le truc. Comment? Hop là. Ah putain, j'étais bien tendue là pourtant. Ouais, c'est pas grave. Hein. Hop, donc après je coince ici. Alors j'ai l'aiguille, elle est ici parce que j'ai fait un petit bout hier après goûter, j'ai fait ma douche. Et après, ouais, je fais ma douche vers 5-6 heures le samedi. Parce que sinon le soir j'ai la flémingite en fait. Moi, je me lave pas que le samedi, hein. Donc voilà, là on est bon. Donc j'avais demandé je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus trop, si vous étiez intéressé par comment ça s'appelle, les petites histoires là de faites rentrer l'accusé. Et j'ai que Nadia qui a répondu, pas Nadia, Moira qui a répondu. Donc je fais une vidéo avec faites rentrer l'accusé pour Moira et Nadia pour la Jasmine. Voilà. Donc on va commencer. Alors comme vous le savez, on est dimanche, donc à 11 h, je mettrai pause pour aller mettre ma machine à laver en route. Et un peu mon four aussi à mettre en route. Pour que je mange. Oui, le dimanche, vu que je suis toute seule, je mange de bonne heure, comme ça au moins je suis tranquille l'après-midi. J'ai un peu plus de temps pour faire mon point de croix. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec, alors aujourd'hui ça va être avec Vengeance au pays des motards. Donc alors je m'excuse par avance si c'est trop fort, vous baisserez le son parce que je ne sais pas comment on baisse le son avec le micro. Donc j'ai baissé un peu le son du téléphone, j'ai enlevé un peu le micro du téléphone qui était bien vers le téléphone. Et puis vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que moi j'écoute pas mes vidéos, après je déteste le son de ma voix en vidéo, comme vous le savez ou pas, donc vous le savez maintenant. Donc je ne réécoute jamais mes vidéos. Donc sur ce, alors on en a pour une bonne heure et demie. Donc café, point de croix en même temps, hein, café ou café au lait ou tout ce que vous buvez, un petit gâteau par exemple, ou même le repas de midi. Écoutez, pourquoi pas. Allez, je vous lance ça. C'est parti. Il y a Lapi, la baronne, l'araignée, la couette. Ils ont des cheveux longs, des tatouages, des blousons de cuir avec des écussons, on dit des couleurs. Des motos, des Harley Davidson, ce sont des bikers. Leur rêve, la route, la liberté, le rock'n'roll, la solidarité entre frères motards et les petits trafics aussi. L'assassinat de Lapi, le chef, a sonné le départ d'un règlement de compte à la mode Far West. 4 morts que les gendarmes ont eu bien du mal à élucider, car chez les bikers on ne parle pas. L'amitié c'est à la vie, à la mort. Désolé, c'est la pub. J'enlève dès que possible.
Toute 2003, sous un soleil de plomb. Comme toute la France, la Drôme étouffe. Voilà des jours que la canicule sévit. Mais dans le petit village du Creux de la Tine, une femme et ses enfants s'en soucient guère. Voilà 2 jours qu'ils recherchent leur conjoint et leur père, Jean-François André. Le 6 au soir, ses amis l'ont vu quitter son QG, le RN7, pour rentrer chez lui au guidon de sa fameuse Harley. Depuis, l'homme s'est volatilisé. Le lendemain, on avait rendez-vous avec lui, 9 h, comme d'habitude. Et il n'était pas là. On s'est inquiété parce qu'il était toujours ponctuel au niveau des horaires. Ça, c'était sacré. Avant d'appeler les gendarmes, sa compagne a d'abord demandé de l'aide à ses proches. Elle était très paniquée, ma belle-sœur. Et du coup, elle nous a appelés et mon mari y a été avec mon fils. Ils l'ont cherché pendant un moment aussi, pendant pas mal de temps même. On visite les alentours au départ, voir si on trouve sa trace. On fait le trajet du local à la ferme. Pour rentrer chez lui, Jean-François André n'avait pas beaucoup de route à faire. 1,5 km sur la départementale qui relie le Creux de la Tine à Annonay. Avant de prendre un petit chemin de terre à droite entre les champs de maïs, une centaine de mètres jusqu'à sa ferme. Mais rien, aucune trace de lui, ni sur la route, ni sur le chemin. Le 8 août, sa compagne décide donc de se rendre à la gendarmerie. En partant, elle refait un dernier tour de la ferme. Quand quelque chose brille. Ils l'ont retrouvé dans le champ de maïs. Par rapport au rétroviseur qui faisait de la lumière avec le soleil. Ils ont vu que ça éclairait. À ce moment-là, on va tous là-bas. Et c'est là qu'on découvre à notre stupeur qu'il était à une 50aine de mètres de chez lui, quoi. Quand les secours arrivent, des hommes en cuir sont déjà sur place. Car Jean-François André n'était pas un motard comme les autres. C'était le chef d'un club de bikers, le patron du MC Drôme. Le corps est découvert en décomposition avancée. Il est à califourchon sur cette moto qui est penchée sur le flanc gauche dans un champ de maïs. Et il y a des traces sanguinolentes en partie séchées. Manifestement, la victime est décédée sur place. La tension monte. Les bikers vont et viennent, prêts à mener leur propre enquête et à en découdre s'il le faut. Même les pompiers nous ont dit avoir fait en sorte d'empêcher les bikers présents de déplacer le corps parce qu'ils voulaient se rendre compte, selon leurs expressions, savoir s'il avait été percé. Percé, en langage biker, cela veut dire abattu, tué par balle. Les gendarmes comprennent vite qu'ils vont devoir composer avec des hommes qui ont le sang chaud. Des règles et des méthodes bien à eux. La difficulté, on la trouve avec des personnes qui veulent que la vérité éclate, mais qui sont partagées quant à une coopération avec les forces de police. Manifestement, ils ne faisaient pas confiance sur le déroulement de l'enquête et ils voulaient savoir qui avait pu commettre ce crime et peut-être le trouver dans nous. Car l'examen du cadavre et l'autopsie ne laissent aucun doute. Jean-François André a été abattu. Les victimes de 2 blessures par arme de poing. Le premier projectile qui est une blessure qui n'est pas mortelle, qui transperce la joue gauche, et un deuxième tir à bout portant dans le dos, sectionnant l'artère et les vaisseaux sanguins, ce qui a occasionné une importante hémorragie interne, et qui est la cause de la mort. Et mort rapide. La victime n'est pas inconnue des gendarmes. Jean-François André avait un casier.
Il avait aussi un surnom, Lapi, comme l'oiseau. Petite pub, désolé. Un surnom, Lapi, comme l'oiseau. Les gendarmes passent les lieux au peigne fin, l'intersection avec la route, le champ de maïs. Tout indique que Jean-François André est tombé dans un guet-apens. Sur le plan militaire, une embuscade se monte à l'endroit où la personne ciblée ou les personnes ciblées ont le moins de chances de pouvoir s'échapper. Donc pour nous, le point primordial, le plus intéressant pour monter une embuscade, me paraissait être à l'intersection entre le chemin goudronné et le chemin gravillonneux qui donne accès à la propriété. Et il ne tarde pas à en trouver la preuve. En bordure des maïs, il y a quelque chose qui brille, je m'approche. Et je perçois nettement une douille percutée. Et je vois un petit cheminement à l'intérieur du champ de maïs, avec manifestement un petit poste en arc de cercle où le maïs a été piétiné et où ça ressemble effectivement à un poste de guet. Manifestement, le patron du MC Drôme était attendu par quelqu'un qui connaissait bien ses habitudes. Sur le poste de guet, les gendarmes ramassent 9 douilles de calibre 7,65. Les 9 cartouches sont percutées de la même manière, avec les mêmes égratignures, on va dire, laissées par le percuteur, ce qui sous-entend qu'il n'y a qu'une seule arme. Par conséquent, il n'y a qu'un seul tireur. Dans le voisinage, personne n'a rien vu, rien entendu. À un détail près. Un témoin précisera que le 6 au soir, il a remarqué la présence d'un véhicule, une Volkswagen Golf ancien modèle, avec des phares, double phares, stationné tardivement à proximité. Il n'y avait personne à son bord. Curieusement, ce véhicule n'avait jamais été aperçu auparavant. Une voiture vide le soir du meurtre, c'est peut-être une piste. De nombreux mégots sont découverts, pouvant laisser à penser que quelqu'un avait pu attendre à cet endroit-là. Ces indices sont préservés en vue de recherche d'empreintes digitales et d'empreintes génétiques par un laboratoire spécialisé. En attendant, les gendarmes interrogent les copains de Jean-François André, des bikers comme lui. Le 6 août, la bande s'était réunie comme d'habitude au bar de Lapi, au creux de la Tine. La bière coulait à flot. Jean-François Lapi, le 6 août, a commencé à tourner un film érotique avec plusieurs bikers et des acteurs pornographiques qui étaient venus de Paris spécialement pour ce tournage du film. Donc la soirée se termine en fait au siège de l'association, elle est pas mal arrosée, ce que confirme l'autopsie du corps de Lapi, puisqu'il y avait un taux d'alcoolémie de 2,5 g. La plupart des chambres se situent sur le départ du club vers 22 h. La suite, les gendarmes la devinent facilement en suivant l'emplacement des mégots, des douilles et les traces de la moto. Il pilote son Harley Davidson, tourne à vitesse réduite dans le chemin gravillonneux. Là, sur sa droite, malgré la pénombre, il aperçoit le tireur qui sort des maïs et qui ouvre le feu. Se tournant légèrement pour l'apercevoir, il est blessé à la face gauche par un premier projectile qui lui traverse la joue. Et il tente de s'enfuir en remettant les gaz. Le tireur continue de décharger son arme sur Lapi en tirant au juché. Il est atteint par un second projectile au bas de l'omoplate. Il va perdre à un moment donné le contrôle de son véhicule qui va pénétrer dans le champ de maïs de façon droite, donc ça ne fait pas une grosse pénétration, c'est juste un sillon, et va s'immobiliser à l'intérieur quelques mètres plus loin. C'est là que sa compagne l'a retrouvé mort. 2 jours plus tard, Jean-François André dit Lapi avait 42 ans.
Maître Boutier-Perrier, vous êtes l'avocate de la fille aînée de Lapie. Très vite, la famille a de sérieux doutes sur le scénario avancé par les gendarmes. Qu'est-ce qui ne colle pas selon eux? Lorsqu'il y a un assassinat, puisque là il faut parler d'assassinat, 5 questions doivent être posées et doivent trouver des réponses. Quand, comment, où, qui et pourquoi. Dans cette affaire, la seule question qui est trouvée réponse, c'est comment. Quand a-t-il été tué? Là, les interrogations commencent. On fixe une heure de la mort qui est beaucoup trop large puisqu'on dit entre 36 et 48 heures. Selon vous, où Lapie aurait-il été tué? Alors, cette photo représente la maison de Lapie, le chemin par lequel il arrive à sa maison. Lapie, selon moi, a été tué là, à savoir derrière sa maison. C'est là où on l'a retrouvé, c'est ça? C'est là où on le retrouve. On le retrouve là, il reçoit une première balle dans le dos. C'est cette balle-là qui est mortelle. Il ne meurt pas tout de suite puisqu'il meurt par hémothorax. Bon, ça lui laisse le temps de prolonger sa route. Et là, on retrouve dans le sol une balle. C'est celle qui a transpercé la joue gauche de Monsieur Lapie. Le scénario des gendarmes est tout à fait contredit. Les gendarmes indiquent que cette balle aurait été tirée à hauteur. Or, le légiste nous dit que cette balle, elle va de haut en bas, c'est-à-dire qu'elle est tirée, Lapie est en dessous de la balle. Donc, selon moi, il est tué à proximité de sa maison et non pas à 200 ou 300 mètres de sa maison. Qui avait-il dans sa maison ce soir-là? Parce que quand même, ça s'entend des coups de feu. Tout à fait. Et puis il a un chien. Dans sa maison, on est sûr que la famille de Monsieur André est arrivée. Ils sont là à 21h30. Personne n'entend rien. C'est pas un silencieux, c'est un 765. Personne n'entend rien. Le chien n'aboie pas. Pourquoi personne n'entend rien? Je ne sais pas. J'ai un doute sur l'heure de l'assassinat. Vous pensez quoi alors? Qu'il est mort quand? Je pense qu'il est tué après. Dans la mesure où sa compagne ne le trouve pas alors qu'elle fait des recherches relativement approfondies et intenses, ça paraît incohérent. C'est pas possible qu'elle ne le voit pas. Alors il serait où pendant ce temps-là? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de réponse, madame. Quelques jours plus tard, Lapie fait son dernier voyage. Jean-François André est enterré dans son village natal, Quintenat, dans l'Ardèche. Les motards débarquent d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne. Plus de 1500 bikers rappliquent des 4 coins de l'Europe pour honorer la mémoire du chef. L'église n'était pas assez grande, la place à côté de l'église n'était pas assez grande. Ils n'ont jamais vu ça à Saint-Malo. Ils m'ont dit vraiment, on n'a jamais vu ça. Jamais. Les gens de Quintenat se sont demandé si c'était pas un ministre, l'enterrement d'un ministre. Il y avait beaucoup de bikers, c'est même eux qui ont porté le cercueil. Ils n'ont pas voulu qu'il soit porté par quelqu'un d'autre. 4 bikers de nationalités différentes portent le cercueil de Lapie. Un rite réservé au chef. Les gendarmes qui surveillent discrètement l'assemblée comprennent une nouvelle fois que l'enquête risque d'être longue. Lapie connaissait du monde. Manifestement, il était craint et respecté. Le procureur de Valence note dans son rapport qu'il pourrait s'agir d'un règlement de compte entre bandes rivales de bikers. Tout est mystérieux dans cette affaire. La victime, les raisons pour lesquelles elle a été tuée, et puis le milieu, quoi. C'est une affaire qui a un environnement romanesque, quoi, enfin, de polar, quoi. Les bikers, les voyous, le milieu des cambrioleurs, enfin voilà. Ce qu'on a essayé de faire tout de suite, c'est d'essayer de savoir qui était Lapie.
Qui était la victime? Quelle était sa vie? Une balle mortelle pour régler son compte à un enfant du pays qui aimait la moto, les copains et les grands espaces. On était des enfants très sages. On a eu une éducation normale. Hein. Mon père nous a éduqués dans la droiture, l'honnêteté, le travail. Il était gentil, mon frère. Étant enfant, on se déguisait beaucoup en cow-boy et en indien. C'était beaucoup le milieu cow-boy indien américain. Il adorait les cheveux longs, avec le bandeau, tout ça. Style indien, américain. Il commençait déjà à transformer son vélo. Un peu le style chopper. Avec une fourche au vélo. Puis est arrivé le temps des bécanes. Celle de Lapi était rutilante. Ses premières mobylettes, il fallait qu'elles soient toujours impeccables. Chaque rayon, fallait que tout brille. Et c'est un ancien du creux de la Tine, qu'on appelait le shérif, qui l'a surnommé Lapi parce que les pies aiment bien tout ce qui brille. Et dès qu'il a été en âge de conduire, Lapi s'est offert sa première moto. Le réservoir, c'est un cercueil en fait. Et il achète la peinture, il le peint, il fait chromer l'échappement. Il a mis des rétroviseurs un peu en style de croix. C'est tout lui qui construit sa moto en fait, hein. Pièce par pièce. Dans la région à l'époque, c'était le seul, hein. Il n'y avait pas d'autre. Hein. Je me rappelle, même il était passé à Saint-Barthélemy, il y a une dame, elle était rentrée dans le poteau quand elle avait passé la moto. J'étais tellement surprise de voir cette moto qui n'était pas courante. C'est vrai que c'était regardé à l'époque. On regardait beaucoup, mais c'était pas courant. Regardé à l'époque. On regardait beaucoup, mais c'était pas courant. Quelques années plus tard, Lapi sillonne l'Ardèche au guidon de son Harley, un modèle unique. D'autres passionnés le rejoignent, des copains, tous animés du même rêve. Ses rêves, c'était la route, c'était à l'époque les États-Unis, en route 66 déjà. Toutes ces valeurs de liberté qui englobent la musique rock'n'roll ou la moto, c'est un mythe que Elvis Presley ou Jane Vincent auraient fait. Hein. Donc nous, on n'a fait que de passionner, reprendre ça pour le vivre chez nous. À 24 ans, Lapi fait un petit héritage. Il s'achète une grande bâtisse au creux de la Tine, le long de la Nationale 7. Il y ouvre un bar, le RN7, et un magasin de pièces détachées de Harley, bien sûr. Les affaires marchent, le bar de Lapi attire les motards de la région et compte bientôt une trentaine d'habitués. C'est avec eux qu'au milieu des années 80, Lapi crée un vrai motoclub, un MC, dans le langage des bikers. Le MC Drome, dont il se proclame président. Pour Lapi, le club était très important. Ça lui donnait une stature, ça lui donnait quelque chose à faire dans sa vie. Avec son MC Drome, le RN7 devient un lieu de rendez-vous incontournable. Sur la route des vacances au soleil, il attire les bikers de toute l'Europe. Il y avait du monde, ça se passait vraiment dans une bonne ambiance, où il y avait des concerts, des animations, il y avait de la moto, ça tournait, c'était joyeux, c'était festif. Ça amenait du monde, ça animait, et puis il faisait pas... Moi j'ai habité 12 ans à côté, il y avait pas... On entendait juste le bruit des Harley, hein. Tout se passait bien. Les gens me disaient, tout se passait bien, il n'y avait jamais de soucis. Hein. Mais être biker, c'est pas seulement aimer la moto. Pour Lapi et ses copains, les frères, comme ils s'appellent, c'est un mode de vie, un engagement qui prime sur tout le reste. Pour faire partie d'un MC, il faut être un homme, posséder une Harley et se soumettre à des règles très strictes. Un club de bikers, c'est comme une organisation militaire, avec sa hiérarchie, ses uniformes, son code d'honneur. Ses membres se doivent secours et fidélité.
Et à ceux qui le méritent, l'API offre des patchs, des écussons à coudre sur les blousons. Dans le milieu, on appelle ça les couleurs. C'est comme dans la vie, tout se mérite. Les couleurs aussi. Tu peux pas faire n'importe quoi avec des couleurs. T'as une image à défendre. Tu les as, tu les portes. Elles sont à toi. Et tu en as la responsabilité. Dans le monde impitoyable des bikers, les petits clubs doivent allégeance aux grands. Si tu as un petit club, qu'il y a un grand club qui arrive, il peut dire bon, tu marcheras pour nous, sinon tu remballes tes gaules, t'arrêtes la moto et puis t'arrêtes tout. Et c'est ce tout qui intéresse les gendarmes. Car les activités des clubs de bikers ne sont pas toujours très recommandables. Ce monde des bikers est connu défavorablement de nos services. La plupart d'entre eux sont connus pour des affaires de stupéfiants, des affaires de vol, de recel. Donc ce qu'on appelle le vol de fret, donc un camion qui transporte des objets de valeur est volé et est écoulé sur le secteur. Ces petits trafics, les clubs s'y adonnent sur le territoire qu'ils contrôlent. Celui de l'API, c'était la Drôme. Sous le regard du plus fameux des clubs de bikers, les Hells Angels. L'homme voulait plus. Il voulait que son MC devienne membre des Hells. En 97, Jean-François André est donc allé les voir. Mais les Hells ont refusé d'intégrer tous les membres du MC Drôme. Une bagarre a éclaté. l'API a claqué la porte. Il a alors décidé de contacter la bande rivale des Hells, les Outlaws, les hors-la-loi. À l'époque, ils n'étaient pas représentés en France. L'API a donc entamé de longues négociations avec eux, dans le plus grand secret. En fait, il y en a d'autres qui sont arrivés, d'autres qui sont rentrés dans le club que je ne connaissais pas. Il a changé un petit peu là. Mais oui, je le voyais soucieux quand il venait, parce que je le voyais souvent, il venait boire le café à la maison. Je voyais qu'il était ailleurs. Il n'était pas. On aurait dit qu'il avait quelque chose qui le tracassait. Il avait l'air pas tranquille. L'API sentait bien que les Hells verraient d'un mauvais œil l'arrivée d'un club Outlaws en France. Il craignait des représailles. Quand on pense aux Hells Angels américains et à la légende des Hells Angels, on sait que c'est souvent des groupes qui se livrent à des trafics, parfois de drogue ou choses comme ça. Et l'API, c'était plus le milieu des cambrioleurs, des petits trafics. C'est pas des grands voyous, c'est le milieu des petits trafics, limite de la débrouille, quoi, des fois. Mais qui sont toujours un peu à la limite avec la loi. En même temps, leur groupe, il s'appelle les Outlaws. Hein. Donc voilà, je dirais les bien nommés. Des petits trafics que l'API voulait étendre du sud de Lyon jusqu'au nord de Marseille. Il lui fallait donc une protection. En fait, on a été chercher Outlaw France pour faire fermer la gueule un peu à tout le monde. Tous ceux qui voulaient un peu nous mettre sur leurs ailes. Nous, on voulait être sous l'aile de personne, donc on a voulu être autonome et aussi puissant qu'eux. On s'est monté. Le 26 juillet 2003, l'API, Franck et 4 autres membres du MC Drôme ont donc pris la route pour Manchester où ils avaient rendez-vous avec les représentants européens des Outlaws. But du voyage, rapporter en France les couleurs du club, la fameuse tête de mort sur des pistons croisés que ses membres arborent fièrement. À leur retour dans la Drôme, les nouveaux Outlaws posent crânement dans leur local du Creux de la Tine. C'est la dernière photo de l'API vivant. Il a été assassiné 11 jours plus tard. Dominique, c'est quoi la panoplie et l'histoire de ces bikers? Les bikers, Frédéric, c'est d'abord un esprit. L'esprit des grosses motos qui font du bruit avec des chromes,
des fourches allongées, des grands guidons, des choppers ou des Harley Davidson. Ça, ce sont les bikers. Ils existent dans 3 grandes familles. D'abord, il y a ceux que tout le monde connaît, les Hells Angels. Les Hells, ce sont les anges de l'enfer. Leur sigle, regardez, c'est une tête de mort avec des ailes. MC, c'est Motoclub ou Motorcycle. Donc, ce sigle, il est hérité des dessins qu'on voyait pendant la Seconde Guerre mondiale sur les gros bombardiers B-17. Et ceux qui ont créé les Hells Angels, eh bien, ce sont les équipages rescapés de ces bombardiers. Ils étaient jeunes, ils rentraient aux États-Unis, ils revenaient de la guerre. Ils ont acheté des grosses motos, ils se sont montrés différents des jeunes Américains qui n'étaient pas partis faire cette guerre. 2 copains, on est devenus des rebelles, des mauvais garçons et puis des criminels qui vivent clairement aujourd'hui du trafic de drogue, du trafic d'armes et de la prostitution, du proxénétisme. Il y a aussi les Outlaws. Outlaws, ça veut dire hors la loi. Ils sont plus anciens que les Hells Angels. Ils sont nés en 1935. Ils sont à peu près aussi nombreux. On est entre 200, 230 chapitres. Un chapitre, c'est un club. On dit en anglais un chapter. Donc, 230 chapitres dans le monde, hein, dans 25-27 pays, aussi bien pour les Outlaws que pour les Hells Angels. Et puis, les uns et les autres, évidemment, se détestent la police, se provoquent entre eux. On a souvent des problèmes de racisme dans ces clubs. À titre d'exemple, pour les Hells Angels, ils avaient assuré en 1969 la sécurité d'un concert des Stones à la demande de Mick Jagger. Et ça a mal tourné et un membre du service de sécurité des Hells Angels a poignardé un spectateur qui était un noir américain. On a dit ensuite que ce garçon avait un pistolet sur lui. En tout cas, les choses ont dégénéré. Donc, on est toujours dans la provocation et dans la violence. Hells Angels, Outlaw et Bandidos. C'est quoi ces 3e familles? Alors, ce sont les petits derniers de l'équipe des bikers. Ils sont classés comme illégaux par le FBI. Ce 1%, il est intéressant parce qu'on le voit chez les Bandidos, mais on le retrouve aussi chez les Hells Angels et chez la Outlaw. L'histoire dit que ce 1%, c'est une réponse au gouvernement américain qui avait dit, attention, tous les motards ne sont pas des délinquants. 99% des motards sont des gens bien. Et par provocation, eh bien, Hells, Outlaw et Bandidos ont affiché sur leur blouson 1%. Une façon de montrer que eux, on affiche sa criminalité. Voilà, on ne fait pas partie des 99% de motards qui sont des gens bien. Désolé. On ne fait pas partie des 99% de motards qui sont des gens bien. Un règlement de compte entre bandes rivales. Les amis de la piste ne veulent pas y croire. Moi, je trouve que c'est une réponse trop facile. Moi, j'y crois pas. Je crois pas à cette thèse-là. Parce que ça ne se serait pas passé comme ça. On aurait eu peut-être des menaces avant. Là, il y avait ni menaces, ni quoi que ce soit. Et puis, un règlement de compte entre bandes rivales aurait visé tous les membres du club. Non, les copains de Lapi n'y croient pas et les gendarmes n'ont pas grand-chose à leur opposer. Car leurs recherches sur cette piste n'avancent pas, ni en France, ni à l'étranger. Mais alors qui? Un proche? Un des membres de sa bande? C'est l'Indienne, la confidente de Lapi, qui les pousse dans cette voie. Elle leur raconte que le 6 au soir, Lapi a quitté son bar sans escorte. Il quitte son bar seul, ce qui n'est pas du tout dans ses coutumes. Un président d'une bande de bikers ne circule jamais seul en moto, de plus le soir. Donc là, il part vers 22h tout seul, et comme par hasard, la seule fois où il roule seul, c'est le soir où il est assassiné. Une règle que respectent tous les MC. Un président est toujours escorté de son sergent d'armes, le numéro 3 dans la hiérarchie d'un club. Et l'Indienne livre encore un autre détail troublant à propos de celui qu'elle appelle son frère. Mon frère avait 2 jaquettes que je lui avais faites. Une qui était normale, basique, et une jaquette spéciale où il y avait du Kevlar dedans. Ce jour-là, mon frère m'avait confié sa jaquette pour que je puisse lui mettre ses couleurs outlaw dans le dos. Et ce que j'ai dit aux gendarmes aussi, c'est que ça me semblait étrange que ce soit le seul jour où il n'ait pas cette jaquette-là
qu'il ait été assassiné. Et donc, on s'est dit, il fallait savoir que ce soir-là, il n'aurait pas le blond blouson, savoir qu'il serait seul pour pouvoir l'assassiner. Un proche, ça irait dans le sens d'une autre révélation de l'Indienne. Lapi ne se séparait jamais d'un petit carnet noir. Carnet dans lequel il mentionnait les différentes choses qui lui arrivaient dans sa journée. On pouvait également soupçonner que dans ce carnet, même si ça n'a pas été dit directement, il notait ses dettes de stupéfiants ou ce que lui devaient ses clients. Et ce carnet, Lapi ne l'avait plus sur lui à la morgue. On apprendra par la suite que ce carnet a été retiré du corps avant notre arrivée. La compagne de Lapi est placée en garde à vue. Elle reconnaîtra avoir dissimulé le carnet à la demande de ses amis bikers pour éviter qu'on découvre d'autres faits délictueux. Les gendarmes s'en doutaient, ils en ont maintenant la preuve. Leur enquête en dérange certains. Du coup, ils lancent un coup de filet. 17 personnes sont emmenées en garde à vue pour y raconter leur vie et leur œuvre aux côtés de Lapi. On me reproche de connaître Lapi, tout simplement, et de partager ses passions avec lui. C'est la seule chose qu'on me reproche. On me demande si j'ai entendu parler de quelque chose, alors qu'on a entendu parler de rien du tout. On cherche nous-mêmes une réponse. C'est nous qu'il faut éclairer. À ce moment-là, les gendarmes pensent que, étant donné que à l'enterrement de mon frère, je tenais la main de sa compagne et qu'on ne s'est pas lâché, même dans l'église, ils ont pensé qu'on était amants et qu'on l'aurait assassiné pour voler ses biens. On ne sait pas ce qu'ils s'imaginent. Ils tirent dans tous les sens pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Parce qu'apparemment, ils n'ont rien. Votre cuisine d'extérieur rêvée. Je suis désolée pour la pub. Imaginez, fais-le avec. J'ai pas le premium. Salut, je suis Gemini. Je peux t'aider à brainstormer et t'expliquer. Je suis vraiment désolée. De fait, l'opération est un fiasco. Tous les outlaws sont libérés, mais les gendarmes poursuivent leur enquête dans l'entourage de Lapi. Car l'homme traîne une casserole. Il s'est disputé avec l'un de ses anciens amis, un certain Michel Dibaco. Dibaco a eu une embrouille avec Lapi peu de jours avant. Donc là, cette embrouille n'est pas très claire. Il est question entre eux d'un échange de coups de feu dans le plafond d'un bar. C'est la patronne d'un bar du Creux de la Tine qui l'a raconté aux gendarmes, qui ont vite fait de retrouver l'un des protagonistes. Il arrivait avec un pistolet, et j'en ai marre, je faisais là, j'ai pas trop compris, parce qu'il y avait de l'alcool, il y avait tout ce qu'on voulait, quoi. C'est incompréhensible, il y a quelque chose de latent entre eux, mais on peut pas bien savoir, justement. Lapi n'était sûrement pas venu armé pour rien, il a même tiré. Que pouvait-il reprocher à ce Dibaco? Donc le Dibaco trafique vraisemblablement avec des fournisseurs sur Lyon dans le cannabis et la cocaïne. Lapi l'a rencontré en 92. À l'époque, Dibaco sortait de prison après une condamnation pour proxénétisme. Interdit de séjour à Lyon, il s'était installé à Arras-sur-Rhône, à une dizaine de kilomètres du Creux de la Tine. Là, il avait repris un bar en gérance. Amateur de moto, Dibaco a très vite sympathisé avec Lapi. Ils ont même monté ensemble une affaire de placement de machines à sous dans les cafés de la région. Avant, c'était les meilleurs amis du monde, et depuis peu, ils s'étaient disputés en étant même à ne plus se parler. Les langues se délient encore. La dispute cacherait une histoire de femme. Une femme que Dibaco n'aurait jamais dû approcher. C'est même pour cela que les Hells auraient refusé d'intégrer le Hells Syndrome. Et ça, Lapi ne le lui aurait jamais pardonné. Moi, je sais que c'était quelqu'un de mauvais, quoi. Il voyait une femme, il lui faisait du rentre-dedans, quoi. Il n'y avait aucun respect. Il n'était pas tellement aimé, hein, en fait. Parce qu'il avait une violence en lui, même au niveau parler.
Ça bloquait. Moi, je sais qu'il me bloquait, quoi. Je le connais pas, mais je l'ai vu plusieurs fois au club et c'est pas un engin. C'était pas un engin. Les gendarmes coffrent donc Dibako. Mais en garde à vue, l'homme ne se laisse pas impressionner. La dispute avec Lapi, c'est vrai. Le coup de feu, vrai aussi. Mais pour le soir du crime, il a un alibi en béton. Il déjeune dans un restaurant devant des témoins. Il n'a rien reconnu. Les perquisitions n'ont rien donné. Et donc on n'a pas pu démontrer formellement qu'il était lié à ce meurtre. Les gendarmes piétinent, mais d'autres insistent. Un coup de fil anonyme leur désigne encore une fois Dibako. En fait, il aurait commandité le crime. Le tireur, ce serait La Couette, un type avec des cheveux gris et une queue de cheval, un ami proche de Dibako. Il s'appelle Gérald Crouzet, c'est un ancien biker lui aussi, et un collectionneur d'armes. Les gendarmes l'interrogent, ils perquisitionnent chez lui, mais une fois encore, ils font chou blanc. La difficulté pour nous dans cette enquête, c'est que la police technique n'a rien donné. Nous sommes à l'été 2003, été de la canicule, et les différents prélèvements qui ont été faits sur place, tant autant des douilles que de mégots de cigarettes découvertes, n'ont pas pu amener des éléments qui auraient pu confondre formellement l'auteur des faits. Faute de preuves matérielles, les gendarmes doivent relâcher les deux hommes et l'enquête s'enlise. Mais c'est vrai que le milieu des bikers, c'est un milieu qui ne parle pas. Le milieu des voyous, à l'époque, parle pas. Celui des bikers non plus. 5 ans après les faits, le juge d'instruction doit se résoudre à clore le dossier. Le meurtre de Lapi reste une énigme. On clôturera la procédure en 2008. Nous mentionnons que l'hypothèse la plus vraisemblable est que Dibako est le commanditaire de ce meurtre et Crouzet Gérald, le bras armé. Policièrement, c'est la conviction des enquêteurs, mais qui ne peut être démontrée, donc il ne pourra emmener personne aux assises. Du côté des enquêteurs, le dossier sur l'assassinat de Lapi est définitivement abandonné, jusqu'à ce qu'une succession de meurtres vienne le réveiller. Une fusillade à Arras sur Rhône en Ardèche. Un homme a été tué par balle ce midi devant un bar par un individu qui passait en moto devant l'établissement. Le tireur est actuellement recherché par les gendarmes. Pas de la pub, désolé pour la pub. Devant un bar par un individu qui passait en moto devant l'établissement. Le tireur est actuellement recherché par les gendarmes. 13 coups de feu ont été tirés, 6 ont atteint leur cible du 9 mm, une arme automatique. Par rapport effectivement au sang-froid, la détermination du commando, puis notamment avec l'arme, le calibre de l'arme utilisée, on se rend tout de suite compte que c'est un règlement de compte. Il était midi et demi ce 29 juillet 2008 quand la moto s'est arrêtée à hauteur de la terrasse. Le passager est descendu, il s'est dirigé tout droit vers un client et il a vidé son chargeur. La victime s'est effondrée face contre terre, criblée de balles. 2 personnes ont été légèrement blessées, du jamais vu dans ce village de 500 habitants. C'est la SR de Grenoble qui reprend l'enquête, mais les gendarmes qui travaillaient sur l'affaire de Lapi ont été mutés. Quand ils apprennent que la victime du bar s'appelait Michel Dibako, les nouveaux venus ne font pas le lien avec le meurtre du biker. Les gendarmes interrogent des témoins, personne ne semble avoir vu la même chose. Au niveau de la moto, certains nous disent que c'est une routière, d'autres nous disent que c'est une motocross. Certains nous décrivent un passager corpulent, alors d'autres avec une corpulence beaucoup plus fine. La patronne du restaurant blessé à la cheville décrit un petit homme à l'allure d'adolescent, quand un autre témoin pense plutôt qu'il pourrait s'agir d'une femme. Seule certitude, le coup a été minutieusement préparé. La moto était présente donc sur la commune d'Arras,
depuis très tôt le matin. Dès 9 h, certains témoins constatent la présence de cette moto, ce qui nous laisse penser qu'effectivement, il faisait le guet en attendant effectivement que Dibako Michel quitte son domicile. Les gendarmes apprennent aussi que Michel Dibako n'était pas seul, mais avec un certain Rachid. Rachid est un ami de Michel Dibako. Régulièrement, il venait dans cet établissement consommer avec son ami. Ce jour-là, il explique qu'il s'est rendu à son domicile sur les coups de midi et qu'ensemble, ils se sont dirigés vers le café pour boire. Et quelques instants avant le passage de la moto, Rachid entre à l'intérieur de l'établissement, laissant Michel Dibako seul à la terrasse. Le fait effectivement qu'il part commander donc, des boissons à l'intérieur du commerce et au même moment la moto arrive, ça nous paraît suspect d'entrée, quoi. Un copain qui s'absente comme par hasard au moment de la fusillade, c'est louche. Mais ce n'est pas suffisant pour l'arrêter. D'autant que Valérie, la compagne de Dibako, dresse un portrait de son homme qui ouvre déjà beaucoup de portes aux gendarmes. C'est un beau parleur, il était charmeur, volage, et lorsqu'il avait bu, il était incontrôlable et provocateur. Donc c'est quelqu'un qui était craint et respecté. Il est impliqué dans des trafics de stupéfiants, des vols à la roulotte, dans les machines à sous, donc c'est quelqu'un qui c'est un multicarte, comme on dit dans le jargon judiciaire. Grande gueule, Dibako aimait la bringue, les bars, les boîtes de nuit. Il consommait et il revendait de la cocaïne. Dès le début de l'enquête, si vous voulez, il y a beaucoup d'informations anonymes qui nous arrivent. Et parmi le flux d'informations anonymes, on a une information qui concerne un prénommé Romain qui détiendrait effectivement une importante quantité de stupéfiants et 2 armes de poing qui pourraient être liées à l'assassinat de Dibako Michel. Le lendemain, les gendarmes sont chez ce Romain. La perquisition au domicile de Romain permet de saisir un peu plus de 700 grammes de cocaïne, ce qui nous permet de penser raisonnablement qu'on n'est pas sur un consommateur, mais que ce produit était bien destiné à un réseau. En garde à vue, Romain expliquera que la cocaïne lui a été confiée par le nommé Rachid. Quand il dit confié, il faut le comprendre pas forcément volontairement. Voilà. Donc on s'est servi de lui et de son domicile comme dépôt. Pourquoi Rachid aurait-il déposé sa marchandise chez Romain? A-t-il eu peur que les gendarmes viennent perquisitionner chez lui après la mort de Dibako? Rachid a été soupçonné d'être revendeur de produits stupéfiants. D'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qui faisaient état que Rachid était le fournisseur en cocaïne de Michel Dibako. Donc on se dit, son assassinat doit être lié effectivement à une dette de stupéfiants. Les gendarmes pensent avoir trouvé l'assassin de Dibako. Mais quand ils veulent réentendre Rachid, l'homme s'est envolé. Et là on constate que Rachid a quitté le territoire national. Il est parti vraisemblablement au Maroc. En attendant le retour de Rachid, les gendarmes se remettent au travail. L'assassinat de Dibako a déclenché une série de coups de fil anonymes. Et l'un de ces appels a retenu leur attention. Ah, c'est pas vrai. Une série de coups de fil anonymes. Et l'un de ces appels a retenu leur attention. Un accident de la route qui n'en serait pas un. Voilà ce qu'a raconté un mystérieux correspondant aux gendarmes. Cet accident a eu lieu le 13 mai 2008, 1 mois et demi avant l'assassinat de Dibako. Une Mercedes roulait en direction d'Arras-sur-Rhône quand elle a quitté la route, dévalé en pleine vitesse la colline pour s'encastrer dans un rocher en contrebas. Son conducteur est mort, il s'appelait Gérald Crouzet. Cette fois, ça fait tilt chez les gendarmes. Quand ils entendent le nom de la victime, ils prennent l'appel anonyme très au sérieux, car ce nom, ils le connaissent. On s'aperçoit très vite que Crouzet est un voisin proche de Michel Dibako, ce qui donne un certain intérêt à cette information. C'est un monsieur qui, semble-t-il, avait une santé fragile, et
lorsque les gendarmes sont appelés pour l'accident de la circulation, ils arrivent sur les lieux, suivis peu de temps après par un médecin qui constate le décès. Alors je m'épose et je vais mettre ma machine à laver en route. Et me revoilà, je vous remets la suite de suite. Aucune autre remarque ne sera formulée à cet instant. À l'époque des faits, le décès de Gérald Crouzet a donc été enregistré comme un banal accident de la route. Mais quelques jours après la mort de Dibaco, l'affaire prend un autre relief. Les gendarmes replongent dans la procédure et en examinant les photographies, ils tombent des nues. Sur les photographies, il y a effectivement des éléments qui peuvent paraître incohérents avec la thèse de l'accident, mais qui trouveraient un sens certain avec l'hypothèse donnée par notre informateur sur un assassinat. La tête présente d'importantes traces de sang et au niveau du pare-brise, il n'y a aucun impact et aucune trace de sang au niveau du volant ni du tableau de bord côté conducteur. Il y a aussi des projections de sang sur le plafond et à l'arrière de la voiture, comme si Crouzet avait été abattu pendant qu'il roulait. Avec une moto, selon le même mode opératoire que pour Dibaco, les gendarmes doivent s'en assurer. Le parquet de Valence autorise l'exhumation du corps de Gérald Crouzet. L'enquête se poursuit donc au cimetière de Tournan. Dominique, après l'exhumation, les médecins légistes procèdent à l'autopsie du corps de Gérald Crouzet. Et qu'est-ce qu'elle montre, cette autopsie? On va découvrir que Gérald Crouzet a reçu une décharge de fusil de chasse qui est entrée ici, à l'angle de la mâchoire gauche, et elle ressort dans la tempe à droite. Mais il reste des plombs à l'intérieur de sa tête. On retrouve des plombs de chasse et on retrouve également des morceaux de verre. Ça veut dire quoi? Que sa vitre était fermée? Ouais. Ça veut dire que sa vitre était fermée au moment où on a tiré sur lui, que les plombs ont brisé la vitre, qu'ils ont projeté des morceaux de verre en même temps que les plombs arrivaient dans la tête de Gérald Crouzet et qu'on retrouve ces plombs et ces morceaux de verre à l'intérieur de sa tête. Alors c'est quoi le scénario? Alors l'hypothèse, c'est que quelqu'un se soit porté à sa hauteur pour tirer sur lui, ce qui paraît logique, et ce qui paraît le plus facile, c'est que ce soit une moto conduite par quelqu'un avec à l'arrière un passager qui a un fusil de chasse, sans doute avec un canoncier, parce que se promener avec un fusil d'1,50 m de longueur, c'est pas très pratique. Donc, un canoncier, 2 cartouches dedans. Ils arrivent à la hauteur de la voiture et ils tirent sur lui. Et l'enquête va être très compliquée. Pourquoi? Parce que la moto est passée, très vraisemblablement. On lui a tiré dessus. Les cartouches, là où les cartouches sont restées à l'intérieur du fusil, les meurtriers sont repartis avec leur fusil, les étuis. Donc, on ne retrouve que les plombs dans la tête de Gérald Crouzet. Et on ne peut pas faire d'expertise balistique à partir de plombs de chasse. C'est absolument impossible. Donc, même si on retrouvait un fusil de chasse chez les uns ou chez les autres, ça n'établira pas que c'est cette arme qui a servi à tirer sur Gérald Crouzet. Carole Rosier, vous êtes la sœur de Gérald Crouzet et vous n'avez jamais cru à la crise cardiaque. Non. Pourquoi? J'ai demandé à voir la voiture, la gendarmerie ne voulait pas. J'ai passé outre. Et quand j'ai vu l'intérieur, pour moi, c'était pas plausible avec ce que les enquêteurs m'avaient dit. Qu'est-ce que vous notez justement à l'intérieur de l'habitacle? Moi, ce que je note à l'intérieur de l'habitacle, c'est les éclaboussures qu'il y avait dans la voiture, qui ne concordaient avec rien. Elle partait sur l'arrière de la voiture en éclaboussant le plafond. Et elle partait vraiment dans une direction... vers l'arrière de la voiture? Vers l'arrière de la voiture, au niveau du plafond côté conducteur. Et après, ça a passé de l'autre côté sur l'arrière. Avec côté passager, on voyait vraiment... Quand j'ai vu, moi, la voiture, j'ai vraiment vu... on s'imagine tout à fait comment le corps a fait, en fait. Ah, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pris des photos parce que... Tellement ça vous a paru suspect? Oui, tellement ça m'a paru suspect, oui. Et vous êtes retourné voir les gendarmes avec ces photos? Oui, d'ailleurs, c'est moi qui leur ai fourni. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris que le corps de votre frère allait être exhumé? Comment j'ai réagi? Déjà, je l'ai appris en gros titre dans les journaux, donc ça fait toujours plaisir de voir un tractopelle devant la tombe de votre frère.
Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est terrible de l'apprendre comme ça, mais quelque part, j'ai ressenti un grand soulagement. Parce que je me suis dit, enfin, on va savoir. Et en apprenant qu'il a été assassiné, vous vous dites quoi? Et que j'avais raison, et que si on m'avait écouté, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. On aurait peut-être un peu plus d'informations. Vous pensez que les gendarmes ont sciemment... Je sais pas, ben, on me dit ce médecin qui vient sur les lieux de l'accident et qui signe se permet d'inhumer, il est médecin qui change de métier. Parce qu'en plus, c'est un médecin qui fait partie des pompiers. Moi, je dis aujourd'hui qu'il faut qu'il change de métier. Parce qu'un arrêt cardiaque et une décapitation faciale due à de la chevrotine, ça fait quand même une grosse différence. Et je trouve que pour un médecin, c'est petit, je trouve. Crouzet, Dibako, les deux hommes ont été exécutés à 1 mois d'intervalle, l'un sur la route, l'autre en terrasse, probablement par le même commando à moto. Et ce n'est pas le seul point commun. Lorsque nous travaillons donc sur Crouzet Gérald, nous apprenons que cet individu a également été donc soupçonné dans l'assassinat du biker surnommé Lapi en qualité de bras armé au même titre que Michel Dibako. Et nous nous retrouvons donc face effectivement donc à deux crimes qui semblent être liés par rapport à un esprit de vengeance. Une vengeance. Les deux hommes que les gendarmes soupçonnaient à l'époque auraient-ils été défendus pour laver l'honneur de Lapi? Mais par qui? Sa famille, ses amis bikers? Les gendarmes se demandent par où commencer quand ils croient décrocher une piste. Valérie, la compagne de Michel Dibako, est bien entendu placée sur écoute et au cours d'une conversation, elle est en communication avec une personne qui lui dit que la prénommée la baronne a reçu les confidences du tueur de Gérald de Crouzet. La baronne, c'est la femme de l'araignée, un membre du club de Lapi. Si l'on en croit Valérie, cette femme saurait qui a tué Crouzet. Je t'ai dit ce qu'elle m'a raconté, la grosse pouffe à l'araignée, qu'elle était avec le mec, juste après avoir tué Gérald. Il était passé la voir. Les gendarmes interpellent donc la baronne. Elle reste stoïque, donc elle nous explique son relationnel avec le biker Lapi, son relationnel avec Michel Dibako, son relationnel avec Gérald de Crouzet, mais elle ne s'épanche pas sur l'information qu'elle a pu recueillir auprès de cet individu concernant la mort de Gérald de Crouzet. Bref, elle parle de tout, sauf de l'homme bien sûr, qui lui aurait avoué le meurtre de Crouzet. Mais une fois encore, c'est au téléphone que les langues se disent. Les gendarmes reçoivent un nouvel appel anonyme qui leur apporte un nouveau nom, Honoré Zanqui. Ce serait lui, le vengeur masqué. Nous apprenons qu'il s'agit d'une connaissance très intime du biker surnommé Lapi, assassiné en 2003. Il sort de prison en avril, soit 1 mois avant la mort de Gérald de Crouzet. Il a un passé judiciaire très important. Il a fait l'objet de 17 condamnations pour des vols et des violences avec armes. Il est également donc connu en 92 pour un assassinat. Il était au cœur d'un règlement de compte. Il a défendu un ami. Et pour ce faire, donc, il a tué un individu en utilisant 2 armes de poing de calibre 9 mm. Un homme qui a déjà tué pour venger un ami, ça parle aux gendarmes. Zanqui était un ami intime de Lapi. Et comme par hasard, il s'est battu avec Dibako quelques jours avant sa mort. Cette fois, les gendarmes sont persuadés de tenir le tueur. Mais les dénonciations anonymes restent des dénonciations anonymes. Il leur faut des preuves. Avec un peu de chance, c'est Zanqui lui-même qui les leur fournira. Donc nous allons faire appel à un service spécialisé de la gendarmerie pour pouvoir connaître donc ses fréquentations, ses déplacements et observer un petit peu ses mouvements. Un solitaire, bien qu'il ait des enfants, il n'a pas d'attache réelle, il dort la plupart du temps dans sa voiture, il a bien quelques amis qui l'hébergent occasionnellement, mais rien sur la durée. Zanqui Honoré et sa voiture, c'est sa maison. La journée, il roule avec, il fait beaucoup de kilomètres, mais au final, le soir, il va dans un bois et il dort à l'intérieur de son véhicule.
l'impression d'être face à une bête traquée, quoi. Donc, et il a un comportement qui est vraiment atypique. Il emprunte des axes sinueux, il opère de nombreux arrêts dans des lieux isolés, ce qui laisse une crainte d'être observé. Et même lorsqu'il va jusqu'au domicile de sa maîtresse, on se rend compte qu'il stationne son véhicule très loin de l'entrée du bâtiment et qu'il longe les murs. Il ne va pas sur les lieux qui sont bien éclairés, il essaye de passer dans les zones d'ombre pour éviter d'être vu, quoi. Comme s'il était en guerre, quoi. On a l'impression que c'est un guerrier qui est en action, quoi. Un faux pas de Zanki, c'est ce que guettent les 14 gendarmes chargés de l'affaire. Mais Zanki ne le fait pas. Et l'enquête n'avance pas davantage du côté des proches de Crouzet et de Dibako. Ils sont tous sur écoute, mais là aussi, sans résultat. Le dossier s'enlise encore jusqu'à ce qu'il rebondisse une nouvelle fois avec une nouvelle victime. C'est une femme qui pousse la porte de la gendarmerie de Saint-Vallier le 28 mars 2009. Son frère, Marc Nepotsit, a disparu depuis 3 jours. Elle a retrouvé sa voiture, une Peugeot 405 rouge, abandonnée sur un parking à Sarras, en face de la cave viticole. Nous nous transportons donc sur les lieux où se trouve son véhicule, et à l'abord du véhicule, donc, qui n'est pas verrouillé, nous retrouvons donc son téléphone mobile, sa carte d'identité et son portefeuille. Mais aucune trace de son occupant. On se dit tout de suite, c'est pas quelqu'un qui est parti de son propre chef, on se dit qu'il s'est passé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à Marc Nepotsit. Et puis ce nom, Marc Nepotsit, parle aux gendarmes. Ils l'ont croisé quelques mois plus tôt dans l'enquête sur la mort de Dibako. C'était son chauffeur. Après la mort donc, de Michel Dibako, Marc Nepotsit aurait repris donc, le business de Michel Dibako dans la revente de cocaïne. Les gendarmes réinterrogent Valérie, la compagne de Dibako, car le bruit court qu'elle aurait eu une aventure avec ce Nepotsit. Elle nous expliquera que, peu après le décès de Michel Dibako, elle a entretenu une relation avec Marc Nepotsit. Au mois de février, elle reçoit un SMS sur son téléphone de la part de Marc Nepotsit qui lui indique qu'il ne pourra pas la rencontrer parce qu'il fait l'objet de menaces de mort. Elle rencontre pour la dernière fois Marc Nepotsit le 24 mars, soit la veille de sa disparition. Et il semblerait également que, se sentant menacé, il ait cherché à se procurer une arme ainsi qu'une moto. Règlement de compte entre trafiquants de drogue ou nouveau meurtre du vengeur de la vie. Quelques mois avant sa disparition, Nepotsit et Zanki se sont battus. Zanki voulait faire taire Nepotsit qui l'accusait partout d'avoir tué Dibako. De plus en plus persuadé que le vieux copain de Lapi est en train de régler méthodiquement ses comptes, les gendarmes se penchent sur ses déplacements le soir du 25 mars. L'exercice n'est pas très compliqué, voilà des mois qu'ils ont sonorisé sa voiture. Et bingo! D'après les données de géolocalisation, Zanki se trouvait à Sarras, à côté du parking où la voiture de Nepotsit a été abandonnée. Ce soir-là, le 25 mars, Zanki a quitté Sarras à 19h09. Il a emprunté la petite route tortueuse qui mène à la vallée de la Cambre avant d'arriver à la Roche-Péréandre à 19h29. Là, il s'est arrêté 2 fois au milieu de nulle part pendant 20 minutes. Et on se dit, est-ce qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit? Et on constate que c'est une route isolée qui mène depuis Sarras jusqu'à Annonay. Enfin, petit contournement, c'est pas un axe direct. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de zones boisées donc, autour de ce stationnement. Et dans cette zone boisée, on constate la présence d'une station d'épuration. Zanki y aurait-il balancé le corps de Marc Nepotsit? Dès le lendemain, on fait appel aux sapeurs-pompiers d'Annonay pour vider donc la station, pour vérifier effectivement son contenu. La manœuvre dure toute la matinée du dimanche et il n'y a rien à l'intérieur de la station d'épuration. Les gendarmes continuent leur recherche aux environs de la station, près des zones où la voiture de Zanki s'est arrêtée. L'opération est un échec, mais elle n'est pas inutile, car quelques jours plus tard,
Honoré Zanqui parle avec un certain Michel dans sa voiture et il lui parle des gendarmes qui traînaient près de la Roche-Péréandre. Dans la conversation que nous interceptons, nous entendons donc il faut déplacer le corps du Marc. Donc il prononce cette phrase et ajoute donc le lieu-dit, la Roche-Péréandre. Zanqui, qui parle de lui à la troisième personne, se vante aussi d'être le plus gros bandit de la région. Le 27 avril, un commando du GIGN lui saute dessus pendant qu'il est chez une amie à Annonay. Et le lendemain, les gendarmes reprennent le chemin de la Roche-Péréandre, mais cette fois avec des chiens détecteurs de cadavres. Ces chiens nous mèneront de suite à un endroit où la terre a été remuée. Et sur place, ils découvrent donc le corps de Marc Nepotsit, enterré donc sous 60 cm de terre, enveloppé dans une bâche plastique. Est-ce qu'il a été humilié puisqu'il est retrouvé donc sans pantalon, sans chaussures, juste avec un slip? Est-ce qu'il a été humilié avant d'être tué? Le corps tel qu'il est découvert nous laisse un petit peu interrogatif, laisse penser qu'il y a peut-être eu un petit scénario avant l'assassinat à proprement parler, mais aucun élément dans l'enquête nous permet de retracer les minutes avec précision qui ont précédé cet assassinat. L'autopsie est sans appel. Marc Nepotsit a un trou de 9 cm de diamètre au niveau du front. Il a un trou dans la tête dont on ignore l'origine. Il ne s'agit pas d'un projectile, parce que s'il y avait un projectile, soit on l'aurait retrouvé, soit il l'aurait traversé. Là non, il y a juste un immense trou. Le médecin légiste n'a pas pu déterminer l'objet, on va dire, qui a pu causer ça. Trois morts, Dibako, Crouzet, Nepotsit et un suspect, Honoré Zanqui. Mais les gendarmes sont persuadés qu'il n'a pas joué tout seul les gros bras. Alors le lendemain de son arrestation, ils interpellent 22 personnes. C'est donc un nouveau coup de filet. Et cette fois, les femmes vont se montrer plus bavardes. Celle qui craque en premier, c'est la baronne, la compagne de l'araignée. Elle précisera que les propos du fameux Honoré sont beaucoup plus précis que ce qu'elle nous avait dit lors du premier entretien. Honoré aurait dit « J'ai vengé Lapi, Crouzet n'est pas mort d'un infarctus, c'est moi qui l'ai liquidé ». La baronne nous situe la venue de Honoré au mois de juin. À cette période, le corps de Crouzet n'est toujours pas exhumé. Un témoignage, c'est bien, mais c'est fragile. Alors les gendarmes cuisinent aussi la mère des enfants d'Honoré Zanqui. Dont l'ex-compagne de Zanqui Honoré, elle nous dit qu'une semaine après la mort de Claude et Gérald, elle se trouve en présence de Zanqui Honoré dans le garage, et Zanqui Honoré lui dit spontanément « C'est moi qui ai tué Gérald, mais j'ai agi seul ». Et de deux. Mais la série d'aveux n'est pas terminée. L'ex-compagne de Lapi, la prénommée Martine, elle nous explique elle aussi que Zanqui Honoré un jour est venu chez elle, après l'assassinat de Dibako Michel et avant l'exhumation du corps de Crouzet Gérald, pour lui dire « Tu verras dans les journaux, ton mari a été vengé ». 3 femmes et 3 témoignages accablants contre Honoré Zanqui. Cette fois, les gendarmes sortent des déclarations anonymes. Ils ont des PV. Zanqui doit s'expliquer. Honoré Zanqui, au début de sa garde à vue, il tourne la tête, il regarde ailleurs lorsqu'on lui pose des questions. Il se met les doigts dans les oreilles. Il refuse absolument d'entrer dans une conversation. Moi, je suis un voyou, vous êtes des gendarmes, on n'a rien à se dire. La garde à vue de Zanqui est mal partie. Mais un détail va changer la donne. Les collègues avec qui j'étais sur ce dossier sont beaucoup plus jeunes. Et il s'est un peu heurté avec. Mais on est du même âge, exemple. On discute. Et la première question que me pose Honoré, c'est est-ce que vous avez déjà tiré sur quelqu'un? C'est la chose qui le hantait, quoi.
Et je ne réponds pas à sa question, en tout cas pas directement, mais je lui laisse entendre que la chose est possible, quoi. Et de fait, je deviens un interlocuteur digne de lui parler. Vous voyez ce que je veux dire? On était à ce moment-là, lui et moi, un peu sur la même longueur d'onde, quoi. Voilà. J'étais rentré un peu dans son camp, quoi. C'est bête, hein, oui, une garde à vue, c'est bête, hein. Et toutes ces confidences ne sont dues, je pense, hein, qu'au fait qu'à un moment, il y a ce contact qui s'est fait. Il a pensé que il y avait une espèce de passerelle entre lui et moi et que j'étais sans doute capable de comprendre ce qu'il allait me raconter. Dès lors, Zanki se livre peu à peu. Il se définit comme un voyou, c'est le terme qu'il emploie, mais un voyou avec un code de déontologie. Il a ses propres valeurs, il a son honneur. Lorsqu'on lui demande de définir ce qu'il entend par là, il nous explique par exemple qu'un voyou ne touche pas à la drogue. Voilà, si son fils avait touché à la drogue, il nous explique qu'il serait allé trouver son fournisseur avec 3 points de suspension. Voilà. Sur le fond, en revanche, pas question d'avouer. Quand on lui amène les éléments à charge que nous avons recueillis dans l'enquête, on lui présente un à un, que ce soit les interceptions communication, que ce soit les témoignages. Quand on lui dit que lors de surveillance, on l'a vu tel jour, à telle heure, à tel endroit, il me dit non, il dit j'ai un sosie. Enfin, il est vraiment dans la négation. Quand il me dit mais non, c'est pas vrai, j'étais avec quelqu'un, je dis-moi qui c'est ce quelqu'un, je vais le voir s'il confirme. C'est bon pour toi, quoi. Sauf que là, il ne veut pas le dire. Au terme des auditions, il ne restait que des éléments à charge. Zanki n'a pas avoué les meurtres, mais il en parle comme s'il les avait lui-même commis. Il les cautionne. On a l'impression qu'il veut s'expliquer par rapport à cette vengeance, tout en se retenant en disant je sais, mais je ne veux pas dire. Donc il amène beaucoup d'éléments qui font supposer qu'il est le tueur de Dibako Michel et de Cruz et Gérald, mais toujours avec cette retenue en disant je peux vous dire des choses, mais c'est pas moi. Quand on parle de Dibako, on voit tout de suite de la haine qui sort de ses yeux. Il explique, hein, il ne regrette pas la mort de Dibako Michel et de Cruz et Gérald, et il ajoute et il précise qu'il serra la main de celui qui a tué Dibako Michel et Cruz et Gérald. Il ajoute même qu'il le connaît, mais qu'il ne communiquera pas son identité. Les gendarmes comprennent que Zanki a trop parlé, parce qu'il voulait qu'on reconnaisse sa bravoure et sa loyauté. Quand ils évoquent Lapi, Zanki est intarissable. Lapi, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui lui est venu en aide lorsqu'il était dans le besoin. Et on ressent une certaine culpabilité qu'éprouve Zanki Honoré sur la mort de Lapi parce qu'il n'a pas été là, il n'a pas été présent pour le protéger, pour le sauver, pour s'interposer. Il ajoute en plus que quand il était sur la tombe de Lapi, il a vu une lumière qui clignotait, comme si c'était un cœur qui battait, pour lui dire c'est bon, tu peux reposer en paix, t'as été vengé. Et moi j'ai été surpris par cette phrase qu'il le dit pendant sa garde à vue, quoi. Quant au meurtre de Mark Nepotsit, Zanki ne l'avoue pas non plus. Le juge met Honoré Zanki en examen pour le meurtre de Nepotsit et pour les 2 assassinats de Crouzet et de Dibako. Pour les complices de Zanki, c'est une autre affaire. Bien sûr, les gendarmes ont des doutes sur Rachid et Michel. Les 2 hommes sont mis en examen, mais faute de preuves, le juge finit par prononcer un non-lieu. Reste donc un seul homme devant la justice, un homme qu'elle connaît déjà trop bien. Pour la presse, Zanki est désormais le nettoyeur, l'homme qui a vengé la mort de son ami Lapi. L'homme qui a fait le boulot à la place des juges. Il punit. Zanki, c'est quelqu'un qui punit en fonction du code d'honneur des voyous. On protège ses amis, on tue pour ses amis, on balance pas ses amis. C'est ça le code d'honneur des voyous, en fait. Et il se dégage de cette personnalité, une espèce de personnage de justicier qui fait la loi, quoi. C'est lui qui dit et qui fait la loi dans le milieu, à l'époque. Un vengeur, un chevalier blanc, Zanki? En tout cas, un homme qui a franchi la ligne jaune depuis très longtemps.
Né à Éguez, un petit village du Gard, Honoré Zanqui est le troisième d'une fratrie de 4. La famille s'installe à Annonay quand il a 7 ans, un déménagement qu'il a mal vécu. À 16 ans, Zanqui est maçon, mais aussi cambrioleur pour mettre du beurre dans les épinards. Il n'a que 17 ans quand il est condamné à 6 mois ferme et 6 mois avec sursis pour avoir tenté de forcer les coffres du cinéma d'Annonay. C'est à ce moment-là qu'il rencontre Lapi. Ce Lapi, c'est vraiment le frère idéal et c'est en même temps la figure protectrice avec laquelle il va se sentir en confiance pour pouvoir travailler, comme il le dit, comme un voyou. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important pour lui parce que dans son enfance, il a eu très peu de figures protectrices, hein. Aussi bien du côté de son père qui était un grand solitaire dont il cherchait à l'accompagner, mais avec un père qui était taiseux, qui était lui aussi dans des situations difficiles, on peut imaginer, et puis d'une mère finalement qui était une mère assez fragile, qui décrira comme une mère assez fragile. Une figure paternelle, Lapi, mais aussi un frère. Les deux hommes s'admirent et se respectent. Ils mettent aussi tous les deux l'amitié au-dessus de tout. Très vite, Zanqui est accro à l'adrénaline, au lien très fort créé avec ses amis. Le danger l'aspire, il a choisi sa voie, il sera cambrioleur. Au départ, il faisait ça en équipe. Et puis petit à petit, il a trouvé que finalement ça se passait beaucoup mieux quand il était tout seul et ça correspondait plus à sa personnalité, au personnage. C'est un peu un loup solitaire et... Désolé, pub. Désolé, c'est la pub à chaque fois. Un peu un loup solitaire et je n'ai pas vraiment confiance. Peut-être a-t-il eu de mauvaises expériences aussi. Il ne faisait pas vraiment confiance à ses coéquipiers. Donc il cambriolait seul en solitaire. La suite de sa vie, c'est une succession de cambriolages ponctués de séjours en prison. Et quand il retrouve la liberté, Zanqui parcourt les routes à la recherche de nouveaux coups. Il se spécialise alors dans les magasins de sport. Il en dévalise plus d'une trentaine. Il est tout le temps soumis à des excitations, il est en permanence soumis au danger, il est armé très fréquemment et il vit sa vie un peu comme un guerrier. C'est pas un homme de pensée, c'est un homme d'action. Résultat. Ah mince, désolé. Pour des vols, des violences avec armes et la plus grave, pour meurtre, le 23 février 92. Cette fois déjà, il s'agissait d'une vengeance. Ce jour-là, l'ami de Zanqui avait été violemment passé à tabac. Honoré Zanqui rentre chez lui et prend plusieurs armes à feu. Il a un pistolet dans chaque main. Enfin, c'est une scène quasiment de western où il tire debout dans une impasse sur l'Agda. Avec une arme dans chaque main, c'était assez spectaculaire comme ça. Après quoi, Zanqui est allé tranquillement se livrer à la gendarmerie. Il a pris 10 ans de prison. Quand il sort 8 ans plus tard, il a 2 nouveaux enfants avec sa compagne Brigitte. Mais ses démons le reprennent. Les gendarmes l'arrêtent alors qu'il est en possession d'armes. Retour en prison jusqu'en janvier 2003 pour quelques semaines. Lapi est assassiné 7 mois plus tard. Zanqui déprime. Il replonge. Nouveau port d'armes illégal. Nouvelle condamnation. Jusqu'au moment où je le rencontre, il n'a pas arrêté de rentrer et de sortir en détention. Donc c'est une situation pour lui qui est particulière, mais qui s'intègre quand même à son cadre de vie normal pour lui, la détention. À 47 ans, Honoré Zanqui a déjà passé la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il est libéré en avril 2008 et 15 jours plus tard, Gérald de Crouzet est abattu d'un coup de fusil
au volant de sa voiture. 6 semaines après, c'est au tour de Dibako. Maître Boutier-Perrier, 3 morts pour venger Lapi. Dibako, Crouzet, Népocyte. Est-ce que votre client s'est intéressé à l'enquête concernant Honoré Zanqui? Ma jeune cliente s'est fortement intéressée à cette enquête, mais elle reste persuadée qu'Honoré Zanqui n'est pas coupable. Est-ce qu'elle pense que Dibako et Crouzet ont tué son père? Elle en est de moins en moins persuadée. Elle espérait, votre cliente, qu'à cette occasion, le dossier Lapi serait rouvert? Je pense qu'elle attendait ça. Mais rien ne s'est passé, visiblement. Elle comprend à ce moment-là qu'il n'y aura pas de suite et que la vérité ne sortira jamais. Et c'est dur pour des enfants, pour la jeune fille que je représente, de ne pas connaître la vérité, de ne pas savoir qui a tué son père. Et qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Il peut se passer comme il se passe parfois dans certaines affaires célèbres, où 10 ans, 20 ans après, un tel a entendu que c'était telle personne qui aurait fait des révélations. Peut-être que quelqu'un peut avoir sa conscience qui lui parle très fort. On peut espérer, mais en ce qui me concerne, je suis très pessimiste. Zanqui est donc renvoyé devant la cour d'assises de la Drôme pour l'assassinat de Dibako et de Crouzet et pour le meurtre de Népocyte. Son procès s'ouvre à Valence le 18 septembre 2012. C'est donc la deuxième fois de sa vie qu'Honoré Zanqui s'assoit dans le box d'une cour d'assises. En 92, c'était pour un meurtre. 20 ans plus tard, la barque est plus lourde. Un meurtre et 2 assassinats. Quand le président lui demande de décliner son identité, l'homme se contente d'hocher la tête. L'accusé est muet et il ne dira pas un mot tout au cours de ce procès. La partie civile comprend vite qu'elle n'obtiendra aucune explication de l'homme aux 17 condamnations qui scrute la salle depuis son box, les bras croisés sur la poitrine. On sent un certain magnétisme qui se dégage de sa personne. C'est un garçon assez élancé qui porte bien sur lui. Il y a une certaine froideur qui ressort de son personnage. Il observe d'une façon dominatrice, on peut dire. C'est lui qui domine les débats. Le dossier compte 27 volumes, des pages et des pages d'audition, mais pas de preuves matérielles. Tout le procès repose sur les témoignages de 3 femmes. La baronne, la veuve de Lapi et l'ex-compagne de Zanqui. L'arrivée de la baronne à la barre est très attendue. C'est un témoin capital. Il paraît qu'elle aurait été mariée, effectivement, à un baron. On est vraiment dans le pittoresque, c'est le moins que l'on puisse dire. Et la voilà qui, de femme de baron, devient tenancière de bistrot. Il s'agit d'une femme forte de caractère, qui normalement ne devrait pas être troublée par un passage à la barre. On voit cette femme qui perd pied, on voit cette femme qui ne veut plus accuser, on voit cette femme en vérité qui a peur de Zanqui, comme tous les témoins d'ailleurs ont peur de Zanqui. Comme la baronne, l'ex-compagne de Zanqui flanche. Et la veuve de Lapi ne fait pas mieux. Ce qu'elles ont déclaré n'avait rien à voir avec ce qui avait été noté par les gendarmes. Et donc, ce n'était pas des rétractations. C'est pas qu'elles disaient non, moi j'ai dit ça, mais finalement je me suis trompé ou j'ai oublié ou je veux changer. Non, elles ont dit je n'ai pas dit cela aux gendarmes. C'est pas ce que j'ai dit aux gendarmes. Alors les juges disent mais vous avez comme dit ça de façon très claire et explicite, avec des détails. Ça s'invente pas des choses comme ça. Hein, vous avez été très clair. Qu'est-ce que vous venez nous dire maintenant que vous n'avez pas voulu dire ça, que vous aviez peur d'une garde à vue, que vous vouliez sortir? Enfin, franchement, les juges s'aperçoivent qu'ils sont sous la peur. Et que, parce que l'accusé est à 15 mètres. Et que l'accusé, c'est pas un enfant de Marie. C'est quelqu'un qui peut passer à des actions très violentes, voire dramatiques. L'accusation vacille. La défense en profite pour abattre ses cartes.
Le dossier est truffé d'incohérences. D'abord, à propos du tueur de Dibako. Il y en a 3 qui disent ce personnage mesurait 1,70 m. Il n'y a pas de quoi s'étendre sur le dossier pendant des heures. Vous avez un tueur qui fait au plus 1,70 m et qui est svelte ou frêle, et puis en face de vous, on vous demande de condamner un gaillard de 1,85 m et 85 kg. Tout est dit. Quant aux écoutes de la voiture de Zanki qui ont permis la découverte du cadavre de Marc Nepotsit, l'homme qui parlait trop, elles ne prouvent rien. Il passe son temps à se vanter, à dire « moi j'ai tué ceci, j'ai tué cela, et puis si celui-là il bouge une oreille, je vais le tuer, puis elle aussi. » Et là, jamais, dans les conversations qui sont prises à son insu, on ne l'entend jamais dire « j'ai tué l'un ou l'autre ou le troisième ». Au contraire, il y a des écoutes dans lesquelles il parle de la mort de Crouzet ou de Dibako et il dit quand il s'est fait tuer. Il ne dit pas quand je l'ai tué, alors qu'il est tellement content de dire qu'il a fait ceci et cela. On en est là quand surgit un personnage aussi burlesque qu'inattendu, tout droit sorti d'un film d'Audiard. Une camionneuse à la voix rocailleuse et aux bras tatoués, une copine de Valérie, la compagne de Dibako. Le chauffeur routier, qui est une dame, qui arrive en débardeur, avec des biceps de femme, enfin bon, une belle allure. Vraiment une rentrée tonitruante et qui va dire au président, écoutez, moi je n'ai rien à cacher, je vais vous dire tout ce que j'ai à dire. Elle s'accroche à la barre, un peu comme si elle était au volant de son camion, là, avec la route qui défile devant elle, et elle va. Oui, elle a bien entendu la baronne raconter qu'Honoré Zanki était venu dans son bar et qu'il s'était vanté d'avoir vengé la pille. Elle confirme qu'elle a prévenu Valérie, la compagne de Dibako. La défense accuse le coup, mais continue à marteler que cette histoire de vengeance ne tient pas. La pille a simplement permis à servir de mobile, a servi de mobile pour coffrer Zanki et le condamner. Peut-être que si Zanki avait moins parlé de la pille, ça aurait moins impressionné le monde et puis on se serait moins obnubilé sur cette histoire de la pille et de vengeance. Ce costume de justicier, la partie civile aussi le lui refuse. Pas question de sacraliser Zanki, c'est un tueur, pas un héros. Zanki, c'est en quelque sorte le petit poussé du crime. Il laisse sur son chemin des cadavres. Zanki, ce n'est pas quelqu'un qu'on accuse par plaisir. Hein. Seule la baronne a dit la vérité, ensuite de quoi elle a eu peur, et effectivement à l'audience elle s'est rétractée, mais ça c'est quelque chose d'assez classique. L'avocat général dresse une chronologie minutieuse des 3 crimes et insiste sur le mode opératoire. Dibako et Crouzet ont été tués de la même manière. Un coup de feu à bout portant tiré par un motard. Il demande la perpétuité, tandis que l'avocat de Zanki plaide l'acquittement. Je sais, mais je sais que ce n'est pas Zanki, que Zanki est innocent. Alors, c'est difficile de mettre côte à côte Zanki est innocent, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une personne innocente. Mais de ces 3 meurtres, ou assassinats, ou ce que vous voulez, il est innocent. Ce n'est pas lui qui a commis. Et voilà, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et s'il y a un doute, ben, il est censé profiter à l'accusé. Mais à l'issue du délibéré, la sentence tombe. Perpétuité. On a fait un lot. Le malheur, c'est qu'on n'est pas à la braderie, là. Et alors, je crois que la vérité m'a été dite pendant une interruption de séance par un de ses potes de Zanki que j'ai jamais vu, qui est venu me dire, bon, de toute façon, c'est pas Zanki, c'est pas lui, il n'a pas tué aucun de ces 3, mais de toute façon, il va être condamné, et il sera condamné pour le reste, pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est peut-être ainsi. Hein.
Honoré Zanqui a fait appel de sa condamnation et c'est vous, maître Cormier, qui vous chargez de sa défense. Cette histoire, elle semble tout droit sortie d'un western. Vous y croyez, vous, à cette figure de chevalier blanc? Je suis persuadé qu'Honoré Zanqui n'est pas le vengeur masqué que l'accusation a voulu présenter. En revanche, il y a chez lui un code d'honneur très fort. Il incarne pour moi la figure de quelqu'un de principe, qui ne se reniera jamais, qui ne reniera jamais ses amitiés. Et donc, avec son attachement à ses principes, si c'est lui qui l'avait fait, il l'aurait dit. Il l'aurait presque revendiqué devant la Cour d'assises. C'est moi, et je devais le faire, j'ai vengé mon ami Lapie. Il ne pouvait pas le dire parce qu'il ne l'avait pas fait. Le procès en appel s'ouvre à Grenoble le 26 mars 2014. Dans quelle ambiance? Le procès s'ouvre dans une ambiance détestable. La première des choses que j'ai sollicitées, c'est qu'on ait le temps d'examiner ce dossier. Le président avait prévu un procès sur 4 jours pour 3 affaires, 2 affaires d'assassinat et un meurtre. C'était ridicule. J'ai demandé le renvoi du procès avec un délai au moins 1 semaine ou 10 jours. Face au refus du président, on s'est retrouvé avec une instruction au pas de charge, dans des conditions, à mon sens, indignes d'un procès équitable. Désolé, la pub. Là. Spectacle qui compte. Conditions, à mon sens, indignes d'un procès équitable. Et quels sont les éléments qui plaident en sa faveur? Alors, dans ce dossier, il n'y a aucune preuve. Dans le dossier de M. Crouzet et d'Ibaco, on ne peut absolument rien reprocher à Honoré Zanqui en termes de preuves, on ne peut rien lui opposer, si ce n'est un mobile. En gros, on lui dit, vous les détestiez parce que vous pensiez qu'ils avaient tué Lapie, et donc, c'est vous. Mais ce scénario ne tient pas. Ce scénario ne tient pas simplement en étudiant la chronologie, le calendrier. Il n'y avait aucune raison pour Honoré Zanqui d'attendre 5 ans, voire 6 ans, sa vengeance. Il était en prison. Et non, c'est là que le bas blesse. Monsieur Crouzet et Ibaco ont été mis en cause en 2003. Honoré Zanqui va être enfermé en mai 2004. Donc il a 8 mois à peu près pour agir. 8 mois pendant lesquels il ne fait rien. Alors on nous a dit au débat, c'était unanime des partis civils et de monsieur l'avocat général, et bien voilà, il a attendu la fameuse ordonnance de non-lieu qui est intervenue juste avant sa libération. Mais c'est une blague, cette ordonnance ne signifiait rien. Messieurs Crouzet et Ibaco n'avaient jamais été réellement suspectés dans cette affaire, ils n'ont même pas été mis en examen, il n'y avait aucune raison pour Honoré Zanqui d'attendre quelques documents de la justice, que ce soit s'il avait voulu se venger, il aurait largement pu le faire. Le verdict? Le verdict, 30 ans. On passe de perpétuité à 30 ans. Je n'ai pas bien su interpréter ce résultat. S'il était coupable de l'ensemble des faits qu'on lui reprochait, la perpétuité semblait logique. Pourquoi diminuer la peine en appel? Je veux croire que les jurés se sont quand même posé des questions sur le manque de preuves dans cette affaire. Honoré Zanqui s'est pourvu en cassation? On a fait un pourvoi en cassation, effectivement, et le pourvoi a été rejeté. Zanqui a donc retrouvé la prison pour longtemps cette fois. Son complice, lui, court toujours. Quant à l'assassinat de Lapie, il restera impuni, à moins qu'un jour les langues ne se délient. Et voilà. J'espère que du coup ça vous a plu cette petite vidéo. Alors franchement je sais pas si elle va passer parce que je sais pas si c'est légal ou pas que je mette ça en vidéo. Donc si c'est pas légal, bah, je remettrai pas. Et si ça passe crème, bah, si ça vous intéresse, j'en remettrai. Parce que ça évite que je papote et que vous en avez marre du papotage que je fais. Parce que moi, des fois, je me fatigue moi-même de parler toujours de la même chose. Surtout toujours de la même chose, en fait. C'est ça qui est chiant pour moi. Et bah, en fait, c'est pas que c'est chiant pour moi, c'est que je pense que ça peut être chiant pour vous. Désolée du mot chiant. Hein. C'est que ça peut être pénible pour vous, toujours entendre parler de la même chose. Donc, de toute façon, la formation, vous en entendrez plus parler parce que j'en suis partie. Donc voilà, donc si ça vous intéresse encore que je vous fasse d'autres vidéos, si ça passe avec faites rentrer l'accusé, et ben vous me le dites et j'en remettrai sur les prochaines vidéos. Et donc voilà, donc en 1h30 j'ai pu faire quasiment déjà un carré en entier parce que bah, c'était du bloc, donc ça allait beaucoup plus vite.
Et donc là, j'ai pratiquement fini aussi celui-là. Donc il me restera juste à finir là les petits blancs avec le rose là, le rose pâle que j'ai. Et puis là, ça sera tout du... C'est tout du 24. Le 24, c'est du 939. Donc voilà. Et pour là, après, bah de toute façon, ça, j'y ferai cet après-midi, là, après manger. C'est quasiment aussi que du noir. Donc voilà. Alors, je suis désolée si avec le micro, vous entendez énormément tout ce qui se passe autour. Il est trop puissant. Faut que je demande à mon homme de voir comment baisser le son parce que moi je n'y connais rien avec tout ça. Donc voilà. Donc ouais. Sinon, bah écoutez, passez un bon dimanche, j'allais dire un bon dimanche. Et puis nous on se retrouve samedi prochain avec notre mini qui avance très bien. J'en suis sur la 3e case. Donc si tout se passe bien, bah samedi je serai sur ma 4e case. Donc voilà. Donc sur ce, passez un bon dimanche et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!